Nous sommes à 13 km de la capitale gabonaise, à Bikele, une cité moderne qui se dresse à la sortie de Libreville. On vient chez vous à la rencontre des bénéficiaires des logements sociaux suite aux éboulements des zones des PK7 et PK8. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi encore du dérangement. Oui, Vous faites partie des personnes qu'on a relogées, oui, oui. qui ont eu la situation, Oui, le des drame de sinistrés, oui. l'éboulement. D'accord, je peux parler un peu avec vous s'il vous plaît? Oui, c'est à propos de... C'est vraiment pour tout ce qui concerne l'éboulement et tout ça. Ah, ok, prenez place. Merci. Donc alors on a essayé de faire le tour, on est reparti où tout s'est passé. C'est vraiment calme, c'est vide là-bas. Oui, oui, c'est vraiment sinistre. On a enlevé des petites dernières choses qui nous restaient là-bas. Maintenant, nous sommes ici. Alors ça se passe quand même bien. Oui, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Le quartier est calme, c'est plus tranquille, on dort paisiblement. Ça va. Et face au décès, comment vous traversez ça? Sans vous mentir, c'est dur. Parce que c'est un énorme vide. On ressent un énorme vide. L'État nous a aidés, nous ont accompagnés durant tout le processus qu'il y a eu à faire. Pour le relogement, je les remercie pour la maison qu'ils nous ont offerte et le suivi qui se passe. Mais c'est vraiment dur. Perdre 8 à 7 personnes comme ça, du coup. Et surtout plus pour ceux qui étaient encore lors des lieux. Lors du drame, quoi. C'est traumatisant, mais ça va. Avec tout le suivi qu'on a, ça va. Quand vous parlez de suivi, vous faites allusion à quoi? Suivi psychologiquement, financièrement, concernant aussi les études de chacun. Donc à ce niveau, l'État assure quand même son rôle. Oui, à ce niveau, ils vont assurer. Maintenant, papa, il arrive à surmonter l'épreuve. Papa. En fait, moi, mon père, je l'ai perdu, j'avais l'âge de 7 mois. En fait, papa que vous dites, c'est mon oncle. Ah, le monsieur, c'est votre oncle. Oui, oui, oui. Donc vous voyez. Mais mon oncle, ça va ici, non? Mais moi, j'ai l'impression que vous, ça va pas. Ça va, mais si je ne fais pas ma bouche, je suis obligé de faire force. Vu que vous êtes là, je suis obligé d'avoir l'air un peu... Mais ça va. D'accord. Mais quand même, au niveau, on vous a donné, on vous a relogé et tout ça. Vous êtes à combien dans la maison? Dans la maison, nous sommes une affaire de 6 à 7, je pense. Il y a combien de chambres dans la maison? 3 chambres. La répartition est quand même bien faite. Oui, oui, oui. Et ici, vous dormez quand même de façon paisible? Oui, on dort paisiblement. C'est un quartier vraiment tranquille, calme, accueillant avec nos voisins qui nous saluent, qui viennent nous voir. On parle un peu. Donc, socialement parlant, ici, les gens sont gentils. Oui, oui. Il n'y a pas de manquement dans la maison? Non. Vous avez de l'eau? Il y a de l'eau, du courant. D'accord. Merci. D'ailleurs. Alors, quand on est allé faire le tour où le drame a eu lieu, il y a certains qui nous ont abordés, ils ont dit c'est vrai, on a relogé les autres et nous sommes ici, on a peur. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui sont restés? Bon, comme conseil, je ne vois pas absolument de mon point de vue ce que je peux le remettre, si ce n'est que le chef de l'État va forcément faire quelque chose.
Et vu qu'il y a certains qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas d'endroit où aller, raison pour laquelle ils font l'appel à l'aide. Vu qu'ils ne peuvent pas directement quitter pour aller, ils vont aller où? À la rue. Voici pourquoi le chef de l'État a tenté d'arranger les... Ils font des travaux pour arranger les maisons, les studios pour déloger ces personnes, pour les remettre ici. D'accord. Et vous êtes ici et le reste, ils sont de quel côté? Ceux qui ont déjà eu la chance d'être logés? Ceux qui ont eu la chance d'être logés, il y a d'autres qui sont plus bas, d'autres qui sont en face, pas non loin de chez nous. En fait, nous sommes un peu dispersés, quoi. Mais nous sommes tous dans la même cité, on se voit de temps en temps, chacun on part en visite à l'autre. Et c'est combien de domiciles comme ça? On a logé 6 familles. 6 familles. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont en train de pleurer quelque part, Oui. qui ne dorment pas bien la nuit. Mhm. Parce que vous vous souvenez, quand Oui, vous je me étiez là-bas, souviens. est-ce que vous dormiez la nuit, quand il y avait des pluies? Avant le drame en question, lorsqu'il y avait des pluies, on dormait tranquillement parce qu'il n'y avait jamais eu ce genre de cas. C'est après l'éboulement, vu la situation qui s'est passée, les 7 morts qu'il y a eu, il y a forcément un travail qui s'est fait dans la tête de tout un chacun. Surtout lorsqu'il y a une pluie, une grande pluie, forcément dans la tête de tout un chacun, ça ne va pas. Il se souvient du drame en question qui s'est passé. C'est là où vient encore plus la crainte. Vous pouvez nous conduire vers un domicile? Celui le plus proche? Oui. D'accord. On va y aller. Non, vous... Zone calme, pas encore assez d'habitants, mais Rodolphe est plus rassuré depuis qu'il est là. Plus aucune pluie ne lui donnera de l'insomnie. Alors, madame, merci encore de nous recevoir chez vous. Alors, le président, sinon l'État fait quelque chose pour vous? Comment ça se passe? Ça se passe bien du moment où il nous a délogés du PKU à l'endroit où il y a eu l'éboulement. Ça va jusqu'à maintenant, ça va. On dort bien, on ne dort plus avec la peur d'être peut-être aussi englouti par la terre, sinon ça va.
Donc quand vous étiez dans les PK, vous ne dormiez pas bien? Non, c'était compliqué. Bon, on était là-bas malgré nous. Mais ça va. Avant, on ne dormait pas. C'était difficile quand il pleuvait. Tu dors, peut-être le monsieur est obligé d'être peut-être assis quand il pleut. Il essaie un peu de vérifier, machin. Sinon, depuis que nous sommes ici, ça va. Nous dormions sur nos deux oreilles quand même. Ça va. D'accord. Alors, dans votre nouvelle maison, il n'y a pas de manquement, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Il y avait comme les pompes publiques ne sont pas encore appropriées, il n'y a pas encore d'eau dedans, mais on a eu l'eau avec le voisin. Sinon, ça va. Donc, pour l'instant, ça va. C'est seulement l'état de la route, mais on espère que ça va aller. Sinon, c'est bon. Alors, dans les PK, pourquoi vous avez décidé de vivre à cet endroit à risque? Bon, peut-être qu'il avait... Bon, moi, j'ai trouvé monsieur, il avait déjà acheté là-bas. Il était déjà là-bas. Donc, du coup, c'est vrai que ça ne me plaisait pas. Mais j'étais obligée d'accepter. Parce que c'était ça qui s'offrait à nous. On était là-bas malgré nous. Parce que les terrains, c'est compliqué maintenant. C'est cher. Bon, maintenant, il a peut-être eu là-bas à moindre coût. Donc, du coup, on se gérait comme ça. Mais nous savions aussi que c'était un risque. Nous le savions, mais au Gabonais, c'est comme ça. On vivait avec le danger. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire quoi? Merci d'abord à Dieu et merci au chef de l'État d'avoir pensé à nous qui vivions dans des endroits à risque. Il a été touché par le drame, donc nous le remercions vraiment beaucoup. Alors, un conseil à donner pour ceux qui sont encore restés, parce qu'on est passé là-bas, ils ont la peur dans le ventre. Oui, oui. Eux, ils n'ont pas encore été relogés. Vous pouvez dire quoi aux autres? D'être patient. De la même manière, Dieu a utilisé le chef de l'État, il le fera aussi pour eux qu'ils soient patients, mais je les conseillerais d'abord essayer de se caser ailleurs parce que c'est risqué. Parce que ça ne fait que continuer, parce que le jour où il y a eu éboulement, 2 jours après, les gens restaient toujours là, personne n'a vu le danger, malgré ils se disaient que comme ça arrivait chez l'autre, ça ne peut pas arriver chez moi. Donc du coup, il y a d'autres qui se sont encore mis là que non, moi je vais encore rester. Donc moi je les conseillerais de quitter l'endroit et puis d'attendre. Le chef d'État va compatir pour eux aussi de la même manière qu'il a fait pour nous. Qu'ils soient juste patients et de quitter les lieux avant. Parce que malgré le drame, il y a d'autres qui restaient encore. Non, comme ce n'est pas arrivé chez moi, donc je reste. Même nous qui étions juste à côté, malgré qu'on voit, c'était nos voisins les plus proches, mais il y a d'autres qui disaient non, moi je ne quitte pas encore, je ne peux pas laisser tout cet investissement, où vais-je aller, comment je vais faire, machin. Donc du coup, mais il y a toujours eu, parce qu'il y a 2 jours après, il y a encore eu, la même terre est retombée juste à côté de chez la voisine. Heureusement qu'il n'y avait pas, il n'y avait personne dedans ce jour. Donc pour éviter le drame, je les conseillerais de quitter avant et puis d'être patient. Le chef d'État va agir. D'accord. Merci pour tout. De rien.
Cité en pleine construction, on peut constater des efforts faits par l'État gabonais sur la politique du logement auprès des populations. Éviter des drames dans ces zones, c'est le souhait de toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches, leurs biens, leur vie. Si certaines maisons ne sont pas encore habitées, il est vrai que recommencer n'est pas souvent évident. Dans la nuit du jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre 2022, une forte pluie a provoqué un glissement de terrain, entraînant la mort de cette personne, issue d'une même famille, au quartier PK8, derrière le marché banal. On s'en souviendra encore de cette nuit qui a viré au drame. Un éboulement ou glissement rocheux est une forme courante de glissement de terrain qui se produit quand une masse de roches dévale rapidement une pente. De fortes précipitations, une érosion naturelle, des variations de température ou des contraintes extrêmes telles que des tremblements de terre peuvent déclencher des glissements de terrain ou des coulées de pierres. Lorsque les infrastructures et les bâtiments sont touchés, les résultats sont souvent catastrophiques. Et ce fut le cas au Gabon. Nous sommes en pleine petite saison de pluie. C'est octobre. Ici, les enfants sont à l'école. La pluie a fait des dégâts. C'est visible dans certains quartiers de la capitale gabonaise, Libreville. Et là, on a fait un tour. À l'instant, on n'a pas trouvé le chef de quartier. Le chef de quartier n'est pas, et elle n'est pas là. Elle est en voyage. Elle est en voyage depuis presque une semaine. Elle est partie à Oyem chez elle, seulement pour les besoins de santé. Alors là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et regardez aussi la rose quoi. Ça ne fait même pas un mois que j'ai dit à ceux de regarder là. Je leur ai dit, écoute, le mur est déjà penché, il faut faire attention. C'est déjà le moment de le retravailler. Il est là, mais il n'a pas fait cas. Ah donc ça c'est le mur de la rose croix qui s'est effondré. C'est lui que vous voyez là, c'est le mur de la rose croix. Wow. Ça fait pas 2 semaines, 3 semaines que je les ai dit. Écoutez, regardez un peu, les murs sont penchés, il faut déjà vite trouver une solution. Donc en principe, dans votre zone, c'est des choses comme ça que vous rencontrez tout le temps, érosion, inondation, éboulement. Il n'y a pas qu'ici. La fois dernière, c'était au PK vers l'ancien Premier ministre. Il y a eu un couple, les enfants sont restés, messieurs et dames sont partis dans le sommeil. Et encore au PK 11, non, vers Bangos aussi, il y a eu un ancien policier qui s'était fait engloutir par la terre aussi, pareillement comme ça. C'est ce qu'on raconte dans le quotidien. Tout le temps, c'est ça. Et si vous allez en bas là-bas, vous allez voir comment les eaux ravagent les maisons. C'est un cas de sinistré. Ouais, c'est comme ça tout le temps. Ça s'inonde comme ça. Ça s'inonde comme ça. Donc, ça arrive jusqu'au rein ici. Là. Voilà. Ça, vous voyez un peu. Bon? Donc, en fait, c'est les conditions dans lesquelles nous sommes. Bon, moi, je n'implique pas le tort à l'État. L'État fait ce qu'il peut faire. La population fait aussi ce qu'il peut faire. Mais que nous joignons tous les mains, la main dans la main, l'État et la population, comme un seul homme, pour essayer un peu de sortir de cette situation. Parce que nous formons qu'un seul peuple, quoi. Voilà.
Mais je pensais qu'on parlerait par exemple de la route, etc. Ça, c'est une calamité naturelle, ils vont régler ça. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous savez que ça se passe comme ça toujours dans votre quartier et vous insistez à rester ici? Pourquoi? Mais est-ce que ça dépend de la population? Ça dépend de la municipalité. Les villes sont gérées par qui? De ça, s'il vous plaît. Les villes sont gérées par qui? Par la municipalité. C'est la municipalité d'intégrer, comment on appelle ça? Intégrer... Qu'est-ce que les gens vont avoir? C'est pas la première fois, il y a beaucoup de décès comme ça Mais ici. ils ne peuvent rien. Vous-même, vous savez conduire la pauvreté. Regardez là, vous marchez. Mais regardez même le sol. Vous voyez? Regardez la beauté. Vous-même, vous savez ce que vous... C'est la municipalité de gérer. Si la municipalité avait été sérieuse, ça n'arriverait pas. Expliquer plus haut, là où tu vois les gens là. Et ça se passe comme ça tout le temps. Ah, mais les terrains sont accidentés. C'est pas le premier incident. Là, les PK, c'est Mais puisque vous savez que c'est comme ça, pourquoi les gens sortent dans les il y a d'autres qui veulent rester, peut-être voir les gens qui veulent toujours être dans l'union, ou bien c'est donner un nom. Appelle un peu tonton Séraphin. Non, il ne... On n'est pas là. On ne vous prend... Non, on ne vous prend C'est la bonne version qu'il faut. C'est la bonne version, on écoute et puis on voit comment... Ah papa, c'est la bonne version qu'il faut. Hein? Tous ces cerveaux-là qui sont... qu'on nous présente. Hein? On ne pouvait pas passer par le mur. On passe par le toit. On passe par le toit. C'est quoi, monsieur? Il n'y a pas possibilité de casser la toiture? Oh non. Donc Dieu nous a donné et le cerveau et les membres. Alors, donc, vous voyez qu'avec autant de cerveau, il n'y a pas quelqu'un qui peut réfléchir comme vous tentez de penser là. Non, apparemment. Nos agrégés, nos diplômés, nos machins, tout ça là. Hein? Des travaux publics et de tout ça, tout ce machin là. Et bon, ils arrivent. C'est toute une famille, c'est une tragédie. C'est 7 personnes, il y a 5 qui sont déjà sortis, là il en reste 2. Voilà. Et là, ça s'est passé au cours de la nuit, 5 heures. à 5 h du matin. Et là, nous sommes en attente. Les pompiers vont arriver, nous diront ce qu'il faut faire. Et voilà. Celui qui est venu d'Oyam, qui est ici. C'est de là à là, on se mène tous autant que nous sommes là. L'union fait la force. On commence à casser ça. L'union fait la force. Là, on ne saura pas dans combien de temps. Ils vont venir à quelle heure? Combien de temps ils vont arriver. Plus on peut le temps, plus je ne sais pas. C'est d'enlever le toit pour qu'on puisse rentrer là, parce qu'on peut en mesure qu'on reste là. On ne sait pas aussi si la pluie, s'il y aura encore la pluie, on ne sait pas. Donc vaut mieux, tu vois comment le temps est changé. Le temps est en train de changer, donc vaut mieux déjà passer au plan B. Et on attend les pompiers pourquoi? On les attend pourquoi? Ce sont ceux qui viendront à casser les Peur pour venir. Non, ça ne peut pas se faire. Si tu arrives là-bas, tu seras seul. Si il n'est pas retombe encore, tu seras seul. Il est seul comme attendez, c'est marrant, on ne refuse pas. Attendez, c'est ils arrivent. S'ils ne viennent pas, on n'a jamais refusé. Voilà, on attend encore 1 heure. Voilà. On ne peut pas se faire la guerre. On va blaguer avec les esprits de certaines personnes. Ou ils partent ici à 9 h pour me dire qu'ils vont venir à 14 h.
franchement. Donc nous, on est là, Ngori. On enlève la terre et puis on cherche à enlever les gens qui sont dedans. Maintenant, si la maison va se casser, elle n'a qu'à se casser. Si la maison va se casser, la maison n'a qu'à se casser. Nous, on va enlever les corps qui sont dedans et puis l'affaire est réglée. La famille n'en revient toujours pas. Le cœur meurtri, sans mots, juste des larmes. Elle vit un moment qui ne peut être expliqué. Seul Dieu pourrait leur donner une explication, puisqu'ils s'en remettent à lui. Nous qui sommes dans la haute tension, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Tout le monde crie à toi, Jésus. Nazareth, Père, viens nous secourir, viens. Papa, l'applique encore ta main, Seigneur, sur nos portes. Jésus, tu es où? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de voir ta manifestation. Ne nous laisse pas tomber. Vraiment, c'était vraiment un désespoir dans le quartier pour cet incident qui s'est passé. Vraiment, c'est vraiment désagréable. Moi, il faisait 5h40 par là. C'est nous qui avons essayé d'alerter les gens. Nous sommes arrivés là-bas les premiers. Mes frères, on a crié, on a appelé, on a fait comme on a pu. On a creusé. Et vous êtes allé jusque chez le chef de quartier pour signaler aussi là-bas? En fait, on a crié. Le chef de quartier est en déplacement. Je ne sais pas si elle a délégué quelqu'un. Mais à ce que je sache, quoi, elle n'est pas sur Libreville en ce moment. La population est sortie. On a aidé comme on pouvait. C'est vrai que c'était difficile. Même quand vous regardez la zone, ce n'est pas une zone facilement accessible pour aider. Mais on a fait avec ce qu'on avait. On a pris les pioches un peu de partout, les pioches, les pelles pour essayer de faire ce qu'on pouvait faire. Bon. En fait, cette personne partie, c'est un cas qui nous embarrasse nous tous. Et ça nous interpelle un peu par rapport au mode de vie et les conditions dans lesquelles certaines populations à l'intérieur du pays et même à l'extérieur, parce qu'on est obligé d'élargir la réflexion. Que ce qui est arrivé aujourd'hui ici peut arriver ailleurs. Donc c'est de voir à partir de là comment on peut faire pour aménager ce genre de situation pour que ça n'arrive plus. Nous avons eu la malchance de perdre 7 personnes dans cet événement malheureux. Donc là, je ne sais même pas à quel sens nous allons nous vouer parce que nous sommes vraiment sur le choc. D'accord. Et là, quand on est monté à l'instant, il y avait 2 corps qui étaient engloutis? Oui, il y avait 2 corps, effectivement. Parce que l'événement s'est déroulé à 5 h du matin. Puisque moi, je suis son petit frère, moi je reste au niveau du 13. D'accord. Il y a eu les 5 premiers corps ont été trouvés grâce à l'effort des petits, des populations, des voisins qui sont venus nous porter main forte. Maintenant, là, il restait 2 corps. Les éléments des sapeurs-pompiers, ils étaient là le matin. Ils sont venus faire le constat avec la police. Je pense bien que le procureur était ici là. Donc ça c'est le corps qui a été trouvé. Parmi les 2 derniers corps, le corps de ma grande sœur, donc la plus grande, son corps qui a été trouvé par la population, c'est le corps qui vient de passer avec la maison des pompes funèbres. Donc là il reste encore un corps englouti? Oui, il reste encore un corps englouti. Les plus hauts, vous voyez l'éboulement qui s'est passé là, qui s'est produit? D'accord. Vous avez vu? Vraiment 7 morts dans une maison. Et à peine ils venaient d'enterrer un de leurs enfants, qui était élève étudiant. Ah bon? Oui, à peine, ça ne fait même pas, puisque voilà pourquoi vous avez vu
tout le monde était dans une chambre. Vous voyez? C'est parce qu'à peine il vient d'atterrir, d'inhumer quelqu'un, et l'éboulement ainsi est venu ravager tout ce qui était dans la même chambre. Parce que les 3 mères étaient dans la même chambre et les enfants. Wow. Les 2 survivants, ce sont les enfants qui étaient au salon. Puisque l'éboulement est venu enlever presque toute la chambre. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le premier cas comme ça dans votre zone? Et dans la zone, oui, c'est le premier cas. Mais il y a eu un cas là-bas, mais il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort, c'est juste l'éboulement, mais il n'y avait pas de maison aux alentours. Mais là, vous avez vu, si vous montez, je ne sais pas si vous avez fait le tour. Nous sommes allés. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vraiment, le moment où on enlève, quand on retrouve un corps, on enlève le corps, et c'est la terre qui revient encore à l'endroit où la personne se trouve. Mais je dis que ce n'est pas n'importe qui. Moi, je ne peux pas m'azader à aller construire à la colline là parce que transporter le matériel jusque là-bas, c'est trop cher même. Donc, il vaut mieux patienter, chercher. Et tout ça, c'est parce qu'on ne trouve pas d'autres moyens. Ce que je conseille, c'est que ça ne doit plus être continuel. Parce que c'est des risques. Tu es conscient vraiment que là où je viens me percher, là, j'ai toute une famille. Ce qui peut arriver, c'est ce qui arrive là. Vous n'avez pas pu réaliser que c'était une zone à risque, qu'il fallait quitter à un moment donné quand les pluies ont relancé? Mais ce sont pas, nous ne vendons pas les terrains dans Libreville. Je pense bien qu'il y a un ministère qui s'occupe de ça. Et il y a les logements qu'on a construits à Ngongé et à Bikele. Il y a 2 cités à Bikele, les maisons inhabitées. L'État devait essayer de tourner dans Libreville pour voir les Gabonais qui sont mal logés, pour leur donner ces logements. D'accord, les autres ont pu nous dire qu'ils ont été délocalisés dernièrement. Vous n'êtes pas dans la vague en question? Non. Comment ça? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui gère les affaires courantes du pays. Il y a un ministère pour ça, le ministère de l'Habitat, si je ne me trompe pas. L'équipe de On vient chez vous a tenu à rencontrer le chef du quartier voisin, dont la population à son quartier n'ont pas été épargnés des dégâts causés par les intempéries de ces derniers jours. Toc ici. Oui. Bonjour monsieur. Mademoiselle, bonjour. Vous êtes salué. Merci de me recevoir chez vous. Oui, à qui ai-je l'honneur? Gladys Ndingui de TV+. Enchanté de vous recevoir chez nous. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, prenez place. Je me nomme Mabika, me prénomme Alain. Je suis chef du quartier assisté de mon deuxième assesseur. Je suis père de famille, marié. J'ai 14 gosses, 14 petits-fils à ma charge. Et c'est depuis 2021, donc le 9 juillet, que nous sommes installés ici en tant que chef de quartier suite au décès de l'ancien chef qui était ici, qui se nommait Boubenga Firmin. Donc depuis ce temps, nous sommes à la tête du quartier. Bon, vous parlez exactement du quartier. Je pense qu'on doit sortir du cadre du local là où nous sommes. Et nous allons nous mettre sur une plateforme où je peux vous présenter un peu succinctement le quartier. Et encore nous déplacer et aller un peu de part et d'autre, voir comment est-ce que le quartier est à votre... comment je dis, à votre, nous sommes à votre service. Alors pour la suite, on va aller plus haut. Viens ici. Mabika Alain nous raconte l'histoire de son quartier et fait état des dommages causés par les mauvaises conditions climatiques dans la zone dont il est en charge. Wow! Ça ressemble vraiment à une cuvette, hein? Voilà. Vous avez cette vue panoramique. D'accord. Une très belle vue. Cette zone que vous voyez qui ressemble à cette cuvette, c'est celle qu'on appelle Moulébidol. Qu'est-ce que c'est, Moulébidol? Moulébidol, c'est un hangar où
les sages vont s'asseoir pour réfléchir, penser les choses de l'avenir. Donc, ce nom revient de Ndende. Ce monsieur qui a mené ce nom est ressortissant de Ndende, donc l'Adola. Premièrement, il a créé un hangar là, qu'il a baptisé Moulébidol. Et le nom s'est répandu. Aujourd'hui, le quartier est reconnu par ce nom, Moulébidol. Voilà. Et là, face à nous, nous avions les antennes de l'OPT qui sont liées à Kolintang, la tigre. Voilà, qui sont liées. Donc Kolintang prend, il transmet ici et lui, il émet. Donc c'est cette montagne-là qu'on a appelée Kolungum, qui, je disais tantôt, signifie en langue fon la montagne de porc-épic. Parce que les gens venaient, ils venaient faire la chasse de porc-épic ici. Déjà jusqu'aux années 79-80, c'était encore une brousse, les gens encore faisaient de la chasse ici. D'accord. Alors pourquoi finalement avoir décidé d'investir et d'habiter ici, alors que vous savez que c'est une zone à risque? C'est un besoin nécessaire pour tout citoyen, de se loger. Sauf que l'erreur peut-être que l'homme a commise, c'est de s'installer sur des zones à risque. C'est peut-être cette erreur, sinon tout citoyen a besoin de s'installer quelque part. Maintenant, là où il a trouvé espace, il s'est mis, mais sans pourtant mesurer les dangers. Parce que c'est l'homme qui vient vers les montagnes, mais ce n'est pas la montagne qui vient vers l'homme. D'accord. Vous, en tant que chef de quartier dans la zone, les populations se confient toujours à vous? Oui. Vous êtes toujours confronté à quel genre de situation? Surtout que les pluies ont commencé. Les éboulements, c'est ce qui est récent ici. Les éboulements. Nous avions plutôt là-haut, là-bas, vers les antennes de l'OPT, toute une maison peut-être d'un niveau qui a failli s'écrouler suite aux éboulements. Voilà. Et il n'y a jamais eu des cas de décès et tout ça? Nous avions enregistré, ça fait très longtemps déjà, peut-être 4 ans. C'est une maman qui s'est fait ensevelir par la terre dans toute sa maison et puis elle est avec ses petits-enfants, elle est décédée. Voilà. Et vous décidez quoi? Parce qu'il y a certains qui décident aussi de quitter leur domicile, pris par la peur. Et vous, en tant que chef de quartier, vous conseillez quoi aux populations? Pour moi, je dirais aux riverains que lorsqu'on va s'installer quelque part, on doit mesurer les risques qu'il y a. C'est très important parce qu'on dit que la sécurité, elle est personnelle. On ne doit pas entendre que quelqu'un d'autre vienne te parler de ta sécurité. Comme tu dois être conscient de ta sécurité. Tu sais que là où je m'installe, c'est un endroit à risque. À la longue, il peut arriver crash. Parce que déjà, des endroits comme ceux-ci, c'est des endroits qui ne sont pas... Déjà, même le cadastre a du mal à travailler ici. Parce que c'est des endroits qui sont classés. Ce n'est pas considéré de construire dans ces genres d'endroits. Mais par, je peux dire, par le besoin de l'homme, il vient, il s'installe. Mais en ne mesurant pas les risques qu'il court après. Quand vous voyez comment sont les maisons, vous avez dû... vous avez aperçu que ce sont des maisons qui ne sont pas clôturées. D'accord. Vous voyez comment elles sont disposées. De façon anarchique. Voilà. Et souvent, quand on a des problèmes, c'est des problèmes d'homme à homme, la cohabitation et tout ça. Parce que quelquefois, les problèmes d'une porte à une autre s'emmènent. Ce qui fait que c'est un peu tout ce qu'on a comme problème ici. Et puis, bon, pour arriver à ces milieux-là, il faut vraiment faire des efforts. Des efforts. Il y a même des malades et tout. Quelquefois, quand on nous rapporte qu'il y a quelqu'un qui est mort, c'est juste parce qu'il n'a pas pu être aidé pour sortir de là à temps pour être emmené à l'hôpital. Donc, les populations souffrent de beaucoup de maux. Quelquefois, on se plaint des pompiers. Mais quand il y a un feu quelque part, les pompiers vont rentrer par où? Parce que tout ça, il faut le dénoncer aussi. La seule route sans issue, c'est celle-là. En dehors de là, les gens traversent les terrains de tout un chacun.
Et on ne peut pas le leur interdire. Hein? On le fait parce que il faut qu'on soit sociable. Vous faites bien d'en parler parce que la proximité des maisons comme ça en cas d'incendie, c'est pas une seule maison qui brûle. C'est toutes les bâtisses qui partent en fumée. Hein? Wow. C'est un peu tout ça. Et chaque fois, vous voyez même un peu vert là-bas. Hein? Vous voyez à côté du point noir là-bas. C'est un peu comme un éboulement qui est prêt à se faire. Parce qu'avec les pluies, ça va descendre. Et quand ça descend, ça part de là où le monsieur a creusé pour une autre maison. Et ce n'est pas facile à gérer. Dans des zones comme ça, hein, est-ce que le cadastre reconnaît ces zones-là? Non. Je vous dirais non. Vous voyez, ce sont les premiers occupants qui cèdent à celui à qui il peut céder. Il n'a pas demandé conseil, mais il est venu s'installer de lui-même. Et voilà les risques, c'est qu'il a fait des dépenses inutiles. Voilà, vous faites bien d'en parler de ce qui concerne les dépenses. Vous qui construisez dans ce genre de zone, je pense que les dépenses sont plus élevées. Parce que pour amener le sable et tout ça, c'est un peu compliqué. Les maisons construites dans des milieux pareils, dans des zones pareilles, des zones à risque, c'est des maisons qui coûtent plus cher. Parce que c'est des dépenses à long terme. C'est des dépenses qui ne s'arrêtent pas. Le transport d'une brique de là-haut jusqu'ici, dans les bas-fonds, c'est 200 francs que les enfants prennent pour une brique. Alors, essayez de faire la tablette sur 2000 briques. Sinon, 10 000 briques, en raison de 200 francs la brique. Vous voyez un peu ce que la personne a dépensé. S'il aurait construit sur un terrain agréable. Alors, s'agissant même des terrains agréables, est-ce qu'ici, les terrains coûtent moins cher dans ces zones à risque? Bon, là, les prix des terrains, les prix des terrains varient. Et puis aujourd'hui, on ne vend plus de terrains. Les terrains, on les cède. Tu peux céder le terrain, voilà pourquoi on parle de cession. Le terrain, tu lui cèdes à un tiers. Bon, les montants, on ne les sait pas parce que c'est entre deux individus qui ne regardent surtout pas la chefferie parce que nous, on ne voit pas. Mais nous sommes peut-être là, nous sommes juste là lorsque une attente s'est faite entre deux individus qui viennent valider leur attente chez nous. Mais à ce qui concerne les prix et consorts, bon, s'il y a des ventes, puisque déjà on n'en parle plus de ventes de nos jours, on ne vend plus les terrains, il n'y a que l'État qui a le monopole de vendre les terrains. Et là, on va où? Je voudrais vous conduire à une habitation ici qui nous intrigue beaucoup, où on doit lancer un cri d'alarme aux autres autorités afin de venir au secours à cette famille. Alors là, on est où? Là, nous sommes sur la voie principale de Kolongoum. D'accord. Donc nous avions cette voie-là et la voie de Molébidol. Chaque voie porte un nom. Là-bas, c'est Molébidol. Ici, c'est Jean-Bernard Biogué, qui est son papa. D'accord. Allez. On va y aller. Oui. Sur le terrain, accompagné du chef du quartier et son second, la réalité est triste. Wow. Mais ça fait peur, ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le mur puisse... Un éboulement. Dieu merci qu'il y a eu plus de peur que de mal. D'accord. Oui, c'est un éboulement dans une nuit, il y avait une grande pluie. Et puis, puisque déjà la toiture elle est perméable, donc toutes les eaux qui tombent, ça tombe direct dans la maison. Donc le mur s'est affaissé, il n'y a pas eu d'accident? Non, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. C'est vraiment une bénédiction, c'est une grâce de notre part. Et à cette occasion, je lance vraiment un cri d'alarme. Je supplie les hautes autorités de regarder sur cette famille-là, la famille Bouassa, PK7 Kolongoum. Avec les pluies qui vont encore arriver, je ne sais pas si vraiment 2023 va se terminer, qu'on n'a pas une catastrophe encore par ici.
Donc, hormis ici, ils n'ont pas un autre endroit où Non, 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 non. Parce que sinon, déjà, quand on voit l'état de la maison, s'ils avaient un endroit où aller, ils seraient partis. Mais ils ne peuvent aller nulle part parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Vraiment, aidez-nous, vous les médias, à faire parvenir cette image aux autres autorités de la République, afin de faire quelque chose pour cette famille, pour ne pas nous retrouver comme le cas du PK8. Vraiment, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que je présente cette image. Coco? Bonjour madame. Encore désolée, hein? Et là, parlez-moi du jour où il y a eu l'éboulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ça s'est passé, j'ai réveillé les enfants, puisqu'ils étaient aussi en train de dormir dans leur chambre. Ils ont réveillé, venez voir. C'est mon troisième qui a essayé de fermer par là, que le vent ne puisse pas emporter tout le reste. Et c'est comme ça qu'on dort comme ça, comme vous voyez. Ils préféraient qu'on souffre comme ça là. C'est là où je les ai pris l'exemple que voilà, il y a eu le boulement au PK8 là-bas où toute une famille est partie. C'est comme ça que nous aussi on va se retrouver. Je les ai déjà même parlé de ça. Parce que c'est presque toute la maison qui s'est déjà affaissée et tout ça? C'est toute la maison, c'est partout. Est-ce que vous avez de l'eau dans la maison? Il n'y a pas. On prend l'eau chez les voisines à côté là. Et le courant? Le courant, c'est la belle-sœur qui avait payé le compteur. C'est qu'on tombait là. Quand l'eau coule et que ça touche les fils de courant, vous savez quand même que vous êtes exposé? Oui, exposé, oui, je sais. La bouteille de gaz, la pluie touche la bouteille de gaz. Oui, je sais. Mais je ne prépare même plus, j'ai arrêté, puisque je ne peux pas préparer dans ce genre de maison. Ça, c'est les risques. C'est suite à cela que vous avez décidé de préparer au feu de bois? Moi-même, j'ai failli partir là-bas, par là, puisque la cuisine était par là. J'étais en train de cuisiner, les enfants étaient à l'école. Je suis tombée en bas là-bas avec la marmite et la gazinière sur moi, Dieu merci, que je ne suis pas mort. Et ça m'avait seulement passé tout ça. Je veux de l'aide. J'ai 3 gosses, 4 petits-fils. Je suis veuve, abandonnée à moi-même. Même mes parents m'ont abandonnée. Alors vous pouvez me montrer un peu? C'est là où le premier dormait. Je l'ai dit, au lieu de dormir encore là, ça c'est dans les cailloux qui sont sur la toiture, tu peux tomber sur toi. Tu vas te retrouver chez quelqu'un qui dort maintenant avec son frère. Donc tous les matelas sont trempés? Trempés, comme tu vois là. Ça coule de partout. Ici, c'est là où moi-même. Vous l'avez vu, hein? Et là, ici, ça coule aussi? Partout. Comme vous l'avez vu. C'est lui-là. C'est mon troisième, les 2 garçons. Ça coule de partout, comme je vous ai parlé. La population ne mesure pas forcément les dangers lorsqu'elle décide d'investir sur ces zones à risque. Les raisons sont multiples. À l'arrière de cette maison, qui était autrefois une belle bâtisse, il n'y a plus que peur, tristesse et dégoût. Ici, les habitants vivent la peur dans le ventre. Donc nous avons peur toutes les nuits quand il pleut. Mais on n'a pas le choix, nous sommes obligés d'être là. C'est ça le problème. Il y a des terrains plats, mais il n'y a pas l'argent aussi pour aller construire là-bas. Obligé de se serrer avec les familles. Moi j'ai 11 petits-fils. On est obligé de se serrer là parce qu'on n'a pas de moyens pour aller là où c'est plat. Ce sont les premiers terrains qu'on a eus. On est obligé. On ne fait pas ça de bon cœur. Non.
Nous sommes dans l'obligation de vivre comme ça. On vit comme ça. On dort, on se réveille par la grâce de Dieu. C'est comme ça que nous vivons. En parcourant le quartier, nous nous faisons accrocher par un des riverains qui lui souhaite aussi témoigner de cette crainte de résider dans le quartier. Ah, c'est vraiment compliqué, c'est pénible. C'est dur à vivre. Et quand il pleut beaucoup, on a toujours des boulements. Vous voyez même la maison. Le mur là, on a fait peut-être à 3 ou 4 reprises. À chaque fois quand il y a des boulements, la terre tombe. Et quand ça tombe, des fois même l'eau rentre à l'intérieur de la maison. Des fois ça casse même le mur. On est obligé de reprendre le mur, attendre la saison de pluie, dégager la terre et reprendre le mur. Mais pourquoi vous restez ici alors que vous savez que c'est une zone à risque? Mais oui, c'est pas, enfin, on n'a pas où aller en dehors d'ici. On va vivre où? Les terrains sont difficiles à Libreville. Pour avoir un terrain, enfin, à notre niveau, c'est pas facile. Déjà, quelqu'un que moi je ne travaille pas. J'essaie de me débrouiller pour pouvoir nourrir la famille, et ainsi de suite. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que lorsque les boulements se produisent au milieu de la nuit ou au petit matin, ça tombe sur vous et puis un drame arrive? Vous n'avez pas peur de ça? Mais si, on a toujours peur, mais on fait comment? On peut aller où? Étant à Libreville, nous avions des enfants qui fréquentent ici à Libreville, qui font l'école. Bon, si on prend la famille et se rabattre au village, il n'y a rien, il n'y a pas de structure au village. Ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont à l'université, ils vont faire comment? On est obligé de rester là et être au garde à vous. Quand il y a la pluie, on est obligé de sortir la nuit, essayer de faire quelque chose pour que le pire n'arrive pas. Donc quand il pleut, vous surveillez toute la nuit? Bien sûr, on est obligé. La dernière fois, vous voyez le niveau d'eau, au niveau de la dernière butte. La dernière butte avant la fenêtre, là. D'accord. Là où l'eau est arrivée. Waouh! Donc si on avait même retardé, l'eau rentrait à l'intérieur de la maison, par la fenêtre. Et le pire encore, c'est quand les gros cailloux là, quand ça tombe, ça casse le mur. Vous voyez bien là, maintenant là. Il faut encore prendre les gens pour enlever cette terre-là. Sinon, s'il y avait des moyens, ce qu'on devrait faire, c'est de mettre un mur pour protéger la maison. On a toujours voulu de l'aide au niveau de l'État, mais ça n'a jamais abouti. À chaque fois, on fait des propositions, on fait des demandes, mais bon, ça n'a jamais vu le jour. Je pense que peut-être que cette fois-ci, ça pourra aboutir. Le ministre sensibilise également la population vivant dans ces zones à risque. Si effectivement les terrains n'ont pas été acquis en bonne et due forme, on ne peut pas prétendre avoir été exproprié si on n'est pas propriétaire dans les règles de l'art. Et donc là aussi, il faut quand même que la réglementation soit respectée. Encore une fois, il y a eu un drame et il y a l'émotion du drame. Mais sortir l'émotion du drame, juste deux questions. Est-ce que parce qu'on manque de terrain, on doit construire sous l'eau? Est-ce que lorsqu'on voit que c'est un lit de rivière, on doit forcément construire? Il y a une réglementation qui existe et qui détermine les zones non constructibles. Est-ce que lorsqu'on s'installe dans ces zones, on ne se met pas en danger, on ne met pas les autres en danger? Donc ce n'est pas le lieu aujourd'hui de l'invective, ce n'est pas le lieu de la recherche des responsables ou des coupables. Il y a une politique publique qui aurait dû être mise en place. Elle a été en partie, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais ce n'est pas une raison pour penser aujourd'hui que l'État va être le seul responsable lorsque quand même on voit comment nos compatriotes s'installent et construisent. Mais même si l'État n'a pas disponibilisé les terrains, ce serait bien, mesdames et messieurs, de nous aider à faire passer le message. Ce n'est pas une raison pour construire dans une zone qui porte un danger pour soi et pour les autres. Parce que là aussi, c'est quand même visible que là, c'est une zone dangereuse. Lorsque vous circulez dans Libreville et que vous voyez comment parfois les populations sont installées, on aurait pu s'installer différemment. Après, on ne va pas jeter l'anathème. Il faut qu'on travaille tous ensemble, et les populations, et les pouvoirs publics, et le gouvernement, pour régler ce problème, qui est un problème de fond. L'urbanisation de nos villes, il y a Libreville bien sûr, il y a Port-Gentil, mais il y a désormais toutes les capitales provinciales qui sont gagnées par ces installations anarchiques. Il faut résoudre le problème
durablement. Mais il n'y a pas de lien forcément avec la question du titre foncier. Là, c'était notre cas de figure où effectivement il y a des lenteurs administratives qui ont été 1000 fois dénoncées. On a mis en place un UTC pour précisément essayer de résoudre le problème. Et malheureusement, on se rend compte qu'on n'a pas pu résoudre le problème comme on l'a souhaité. Maintenant, il faut continuer à travailler pour améliorer le système. On n'a pas de moyens et il faudrait que l'urbanisme trouve des moyens pour trouver des places pour que l'homme gabonais ne meure pas comme des chiens comme ça. L'homme gabonais. Nous avons des terres. Nous avons des terres. Mais c'est l'argent qui nous manque. Avec les démunis comme maman, je suis là. On peut aménager l'urbanisme, le ministre de, comme vous-même vous dites, peut aménager des endroits où il y a des forêts. Ça ne nous empêche pas d'aller très loin, d'aller vivre en paix, que de vivre dans les collines et mourir après. Je me suis débrouillé à construire dans cette zone avec mon argent, mes crédits. Tous les jours, je suis inondé. Tous les jours, j'ai peur de mourir. Je pars louer une autre maison pendant que j'ai investi lourdement dans ce quartier. Dans lequel des quartiers? Le PK8 Machibanane, là où il y a eu les éboulements, où il y a eu mort d'homme. Bien. Moi, je suis obligé de vous dire que je n'accuse personne. L'État gabonais est responsable de ce que nous subissons aujourd'hui. On ne peut pas concevoir qu'un peuple qui est un peuple souverain, où il y a une administration du territoire, il y a le service social, il y a tout le monde. Il y a eu des éboulements au 6, il y a eu des morts d'hommes. Au 9, il y a eu mort d'hommes. Voilà encore le PK8, mort d'hommes. Mais qu'on trouve une solution pour nous aider. Nous avons construit avec nos moyens de bord. Hein? Mais on se demande, qu'est-ce que l'État fait pour nous? Bien, je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Je voudrais interpeller les responsables administratifs de créer un service du sinistre, des sinistrés pour nous donner un terrain. Certains ont été relogés et d'autres pas encore. Mais c'est bizarre. J'ai visé la plaine à Yémé. J'ai vu qu'il y a beaucoup de terrains qui sont capables de nous recevoir. Qu'on nous enlève ici, qu'on nous amène à paix. Au lieu que l'État continue à venir dépenser de l'argent pour payer les cercueils, enterrer les morts, jusqu'à cette heure. Il y a 2 corps qui sont enterrés dans la boue. Les sapeurs-pompiers ont fait leur rôle. Tout le monde a intervenu. Mais ils ne peuvent pas. On a bousculé une montagne parce que les gens manquent de terrain. Ils sont allés s'installer n'importe où. Maintenant que l'État prenne conscience. Bon, moi, tout simplement, mon message, c'est de demander à l'État gabonais, aux administrateurs, de prendre conscience des populations du PK8 Machibana, de nous aider. D'accord, mais ils ont quand même fait un petit geste où on vous a demandé de quitter les lieux, non? Non, on nous a proposé un lieu, le déguerpissement et le relogement. Donc, on nous a proposé Zong. Les maisons ne sont pas terminées. Pas d'école, pas de dispensaire, pas de sécurité. Bon, la route non plus. C'est à cause de ça que vous êtes encore sur les lieux? Ce n'est pas nous, ce sont eux qui doivent nous amener. On a les numéros des maisons. Ils doivent nous dire, voilà, voici les clés. Allez-y, voici vos maisons. Allez-y les occuper. Mais tant que le domaine ou l'habitat ou les TP n'ont pas encore pris la décision de nous reloger, nous on a des enfants, on a des familles, on a tout, on ne peut pas partir d'ici. Mais je pense qu'à ce niveau, quand même, l'État a mis quelque chose de bien en place. Oui, l'État a mis, bon, puisque c'est depuis, ça fait aujourd'hui, nous sommes à 1 an, c'est l'année dernière, hein, bon, cette année presque qu'ils ont commencé, il paraîtrait, à payer un peu ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui ne seront pas logés. D'accord. Voilà, ils ont commencé à leur donner un peu d'argent pour partir, pour quitter les lieux. Mais il faut les mesures d'accompagnement. Même s'il faut quitter, c'est vrai, on les a donnés, mais il faut leur payer les moyens de locomotion pour quitter leur maison et puis aller là où ils vont partir. Bon, nous, par contre, on attend les clés. On nous a dit qu'il faut attendre les clés. Bon, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. D'accord. Alors, vous parliez d'un peu plus bas? Oui. Oui. Regardez, là, il y a une tombe. Hein. C'est pour la famille. D'accord. Voilà. Oui. Et tout ça, c'est la même famille qui est là.
même famille. Donc quand l'eau vient, l'érosion, ça Oui, emporte mais tout ça. attends, l'eau revient de là-haut, quand ça vient, alors puisque il n'y a pas de canalisation, l'eau est obligée de chercher là où il faut passer. Alors, Bien sûr. Ça devait normalement descendre. Vous voyez là où se trouve le but de la Rose-Croix, il y a une petite école là. Vous voyez, il y a l'eau là. Là où il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, un béton qui est couché là. Vous voyez le béton qui est couché là-bas. Alors, normalement, dans la logique, par le béton là, il devait avoir, ce taux-là devait passer par là pour descendre jusqu'à la rivière. Et puisque ici, il y a une ouverture des eaux, alors l'eau prend maintenant, voilà, parfois c'est par l'arrière, parfois c'est ici. Alors, bon, par ici, par contre, s'il y a les canalisations, l'eau ne va plus venir ici, l'eau va circuler tout droit. Mais comme il n'y a pas de canalisation, alors l'eau cherche là où il faut passer. Voilà. Un mois plus tard, notre reporter Gladys, accompagné du spécialiste en urbanisme, ont revisité le lieu où tout a basculé au PK8. Alors monsieur, je vois des numéros sur chaque maison. Vous pouvez m'expliquer? Alors, on voit qu'il y a un certain nombre de maisons qui ont été marquées, vraisemblablement. Ce sont des maisons qui sont vouées à la démolition. Donc, c'est un travail qui a débuté en réaction à l'accident du 21 octobre dernier. Et c'est une opération des pouvoirs publics, certainement qui veulent démolir un certain nombre d'habitations qui sont sous la menace de l'érosion. Et donc, pour rendre cet espace à la nature, et vraisemblablement proposer des solutions de rechange ou d'habitation à ces populations. Donc il y a certainement un programme de relogement qui est prévu, qui doit être en cours. Mais c'est dommage que ça intervienne à la suite d'un tel drame, alors que ce travail aurait dû se faire bien plus avant. Ce que l'on observe là, c'est un glissement de terrain, comme il doit s'en produire plusieurs dans cette zone. Alors, effectivement, comme vous avez vu, lorsqu'il y a eu le glissement de terrain, ça a emporté un arbre, on voit bien les racines qui sont ici. Le rôle de cette végétation, d'une manière générale, et surtout des arbres, c'est de retenir les sols. Mais ces arbres ne peuvent jouer un rôle que lorsque nous sommes, je veux dire, dans une situation, je veux dire, normale, entre guillemets. Or là, nous sommes dans un processus d'érosion intense. Si bien que même les arbres qui sont censés retenir les sols ne peuvent plus jouer ce rôle parce que lorsque la terre s'en va, ben, tout tombe avec. Voilà. Mais je comprends bien que l'intelligence de ces habitants de ne pas couper toute la végétation, laisser cette végétation pour pouvoir retenir le sol, mais ces efforts peuvent paraître dérisoires au regard de l'importance ou de l'inclinaison du terrain ici et de ce qui est à l'origine du phénomène d'érosion. Ces zones ne sont pas régies par, je veux dire, les critères d'urbanisation. Je mettrai presque ma main au feu en disant que personne ici ne dispose d'un titre de propriété. Toutes ces personnes se sont implantées de manière spontanée, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je ne connais pas de personne un service de l'urbanisme qui peut venir ici réglementer, créer les conditions d'un accès à la propriété. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle des zones non édificantes, donc des zones qui sont inconstructibles. Donc toutes les personnes qui sont ici, je dis de manière générale, je ne m'aventure pas, mais de manière générale, lorsque nous sommes dans des zones inconstructibles, pour la plupart des cas, c'est des personnes qui se sont implantées de manière tout à fait spontanée. Merci. Alors quand je regarde ici, je vois que tout est vide, je pense qu'ils sont tous partis. Apparemment, nous sommes face à une opération de restructuration de cet espace qui va certainement aboutir au déguerpissement des populations qui y vivent et donc certainement des possibilités de relogement de ces populations-là. D'accord. Vous êtes un pourquoi? Alors, est-ce que depuis le drame du 21 octobre, la situation a évolué
Qu'est-ce qui a changé par rapport à vos conditions de vie, en dehors de l'angoisse, le stress que ça ne se reproduise? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous constatez? Non, en tout cas, rien de bien. La terre continue de tomber. Regardez même là-bas. Les antennes, bientôt, ceux qui soutiennent les antennes là, tout ça va tomber. Regardez. Ça va tomber et ça dérange tout le monde. Plus personne ne dort la nuit. Donc apparemment, on constate que la peur a encore augmenté. Oui, il y a une angoisse qui s'est installée au sein des familles. Avant, en fait. Là, vous voulez dire quand il pleut, l'eau entre dans les maisons, c'est ça? Bien sûr. Donc c'était déjà le cas, non? Oui, mais là, apparemment, c'est comme si depuis le glissement du terrain, là, ça avait encore donné une brèche à l'eau pour l'emporter. Mais tout simplement parce que du fait qu'il y a eu cette érosion, donc l'eau, la terre n'absorbe plus l'eau qui était habituellement absorbée par ces... Exactement. Et là aussi, c'est une explication de l'éboulement de la catastrophe du 21 octobre, c'est qu'elle s'est produite à un moment où il y a eu quasiment, on a assisté à au moins 2 semaines d'affilée où il pleuvait tous les jours. Et quand le sol n'a plus la capacité de pouvoir retenir cette eau-là, parce qu'il pleut tellement abondamment, ben, ça s'entraîne, ça a créé l'éboulement que nous avons connu. Donc ça aussi, c'est lié au fait qu'il y a eu un niveau de pluviométrie très élevé au mois d'octobre. Et quand on sait que nous sommes, je veux dire aujourd'hui, face au phénomène de changement climatique, et que ces précipitations, ces niveaux de précipitation pourraient s'accroître du fait de ces changements climatiques, donc il y a tout lieu de craindre que ces phénomènes de glissement de terrain pourraient devenir plus récurrents. Et c'est ça l'inquiétude. Constat fait, certaines habitations sont vidées et abandonnées, dans un mauvais état. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de toutes ces pertes en vie humaine? Les gens qui sont implantés ici ont du mérite. Parce que faire monter ce sable-là, je suppose que c'est à dos d'homme. Il n'y a pas de... Je suppose, c'est la réalité. C'est du matériel qui est porté à dos d'homme pour arriver jusqu'ici. Le coût de construction est plus élevé, je veux dire, c'est humainement difficile. Lorsque vous construisez votre maison dans un quartier normal, entre guillemets, les matériaux sont livrés, je veux dire, sur le lieu de construction, donc dans le terrain. Mais là, vous êtes obligé de transporter le matériel à dos d'homme, gravir des pentes. Déjà, vous avez vu que nous qui n'avons aucun chargement, toutes les difficultés que nous avons eu à arriver ici, on est obligé de faire attention, on ne met pas un après l'autre. Mais imaginez ce que ça représente, ce sac-là pèse au minimum 50 kg, sinon plus, que quelqu'un l'ait porté jusqu'ici. Est-ce que vous réalisez la difficulté que les personnes éprouvent pour pouvoir investir ici? Mais pour se donner autant de mal, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. Il serait temps de préconiser véritablement que les constructions soient faites conformément aux normes environnementales, d'urbanisme et d'architecture au Gabon. Ceci pour la bonne gouvernance et la protection des biens et des vies humaines.